Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois un papa. Alors on ne l'imagine pas forcément changer des couches ou chanter une berceuse. Et pourtant, méfiez-vous des apparences. Jean-Marie Bigard, bonjour. Bonjour. Alors on dit tout à ceux qui nous écoutent, on n'est pas dans un studio radio, on est chez toi, dans ton appartement parisien. Ça sera parfait pour que tu nous fasses partager ton intimité de papa. Alors parents d'abord, je le rappelle, c'est pas une interview, c'est une conversation. Et pour la lancer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous décrire en quelques mots tes 3 enfants? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? J'ai 3 enfants. J'ai un premier enfant de ma première femme qui vit au Brésil avec sa maman, qui s'appelle Sacha. Sacha, S-A-S. C'est le Sacha russe. Alexandre, en fait, la traduction. Et ensuite, ma petite Lola m'a fait, 2 ans après notre mariage, des jumeaux qui s'appellent Jules et Bella, et qui ont 7 ans. Mon Sacha, il a 10 ans. Ils ont 3 ans d'écart. En introduction, je disais qu'on n'a pas forcément l'image de toi en train de pouponner, en train de changer des couches. Et pourtant, je crois savoir, Jean-Marie, que tu es un papa très impliqué, un papa finalement très moderne. Raconte-nous. Je suis un papa, évidemment, 1000 fois meilleur dans toutes les colonnes qu'un papa jeune qui pourrait normalement avoir entre 25 et 35 ans, tu vois. Alors parce que tes enfants, tu les as eus à 55 et 59 ans. Ouais. Tu es 1000 fois mieux. Tu as la vraie conscience de ce qui t'arrive. Tu sais que tu vas vraisemblablement, tu vas pas survivre suffisamment de temps pour les emmener, eux, justement, à 40 ans, tu vois, ou à 50 ans. Tu sais que tu sais tout ça et tu t'accroches aux aiguilles de la pendule et tu dis, mon Dieu, je veux au moins une vingtaine d'années, quoi. Je veux pas mourir avant que mes enfants, je veux pouvoir jouer au foot avec mes enfants, même si je joue avec des béquilles. Mais tu veux pas perdre une seconde de ça, et surtout, tu te dis, tu vois, je peux pas disparaître avant qu'ils soient de grands adolescents, disons. Donc pour toi, vieux papa, ça n'est pas un problème. Au contraire, tu dirais que tu es meilleur papa peut-être qu'un papa plus jeune. Exactement. Il n'y a pas mieux qu'un vieux papa. Moi, je suis un papa gâteau. Ma femme, qui a 28 ans de moins que moi, serait plutôt la maîtresse de la maison. Tu es un papa plutôt plus cool que ta femme Lola. Bien sûr. Et moi, je suis... Alors, parfois, papa, il gronde un peu parce que là, ils m'ont par exemple gribouillé un truc très important. Ils m'ont paumé les 2 stylos que je préférais pour écrire, puis ils savent plus où ils sont. Donc, des fois, papa, il gronde un petit peu. Et ça leur fait tellement de peine quand ils entendent que papa, il gronde. Tu vois, c'est comme s'ils m'avaient blessé. Toi, ils sentent que je suis fort et fragile. L'autre jour, je m'embrouille avec un mec. Je dis, mais comment est-ce possible? On s'était dit ça, et puis vous ne l'avez pas fait, puis ça non plus, mais vous n'êtes pas un professionnel. Et puis, ça monte. Et à la fin, je raccroche, et Jules, mon petit Jules, 7 ans, il vient de les avoir, le 11 novembre, il me dit, il t'a cassé les couilles, le monsieur. Peut-être qu'il a déjà entendu cette expression quelque part. Je me dis, un jour, on va avoir l'assistante sociale. Et en attendant, au quotidien, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu t'es réparti les tâches avec Lola d'une manière précise? Est-ce qu'il y en a un qui fait plus, je sais pas, les repas, qui fait plus peut-être le coucher? Et est-ce qu'il y a une nounou déjà aussi qui vient vous aider? Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Raconte-nous. On n'a pas réussi, on a peur. Donc, on a une nounou qui ne sert plus à grand-chose, si tu veux. Mais bon, voilà, on se dit que pour préserver notre sommeil, c'est bien qu'on ait une nounou. Donc, au cas où je se réveillerait la nuit, un cauchemar, un truc comme ça. C'est vite fait de te mettre à paniquer dans le noir. Donc, j'avoue que malheureusement, on laisse un petit filet de lumière dans le couloir pour pas que le noir soit total. Et si la nounou elle est pas là et tout, ils savent que bon, ils viennent dans la chambre de papa et maman, tu vois. Mais la nounou donc est là la journée et la nuit. Il y a une nounou pour la journée. Il y a une nounou parce que
si moi je mets le réveil à 7 heures tous les matins, je serais décédé. Au bout de 15 jours, je joue 200 dates par an. Je joue 5 dates par semaine. Donc, si je les emmène à l'école, ce que n'importe quel bon papa devrait faire, et Dieu sait si je le fais, chaque matin où je suis libre, je mets mon réveil pour les emmener. Ils sont très très heureux. Donc, on se bagarre avec des heures, on voudrait en avoir plus. On essaye de pas louper les moments les entrées à l'école, les réveils, et surtout, quand on est tous les deux à Paris, le câlin du soir, quoi. C'est un rituel auquel on peut pas échapper. Il y a tout un petit truc de lecture, de câlin, chacun notre tour, on change de petit lit pour se faire des bisous, et c'est comme ça qu'on s'endort le mieux, quoi. Eux et nous. J'aimerais qu'on revienne quelques années en arrière. On est au moment de la naissance de tes jumeaux Bella et Jules. On est en 2012 et c'est assez terrible ce que vous vivez avec Lola, puisqu'ils naissent 3 mois avant le terme. Ils peuvent à tout moment mourir. C'est terrible. Oui, c'est-à-dire ils sont tout simplement, ils sortent 2 grenouilles. Je sais même pas si c'est 900 grammes. Hein, je crois que c'est 730 et à peu près pareil l'autre. Je sais plus lequel des deux. Mais enfin bref, ils tiennent dans ma main, quoi. Ils sont dans l'urne en verre, en plastique, avec un masque sur le visage qui leur écrase le visage, donc on voit même pas leur visage. Des bras comme des fils, la peau du corps presque transparente, qui n'est pas terminée. Ils sont à 3 mois du terme. Piqûre de cortisone quelques heures avant, dans les soirs que ça termine un peu plus vite les poumons, sans quoi ils naissent et ils meurent, tu vois. Et pendant, jusqu'à la période du terme prévu, ils sont entre la vie et la mort. Jamais on n'oubliera cette période. Ça soude un couple ou pas, cette période terrible? Devine, le matin, avec Lola, on disait, est-ce que c'est toi qui appelles ou est-ce que c'est moi? Pour savoir s'ils étaient toujours vivants, les deux, ou si on avait perdu un, ou si on avait perdu les deux. Pendant notre séjour, on a vu 4 bébés partir comme ça, avec la famille en noir. C'était terrifiant. Je ne me pourrais jamais oublier de ma vie ce stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai attrapé une polyarthrite rhumatoïde. À ce moment-là. C'est-à-dire le choc émotionnel a été tellement violent. Et le stress va déclencher, comme moi par exemple, le diabète à 43 ans et ma polyarthrite que je dois à mes enfants entre la vie et la mort pendant 3 mois, quoi. On s'en remet comment de cette épreuve, notamment dans le couple? Nous, on a été à la guerre ensemble. Ça, on pourra jamais l'oublier, mais il faut dire à tous les parents qui ont été dans ce cas-là, Lola en a fait un livre somptueux qui s'appelle « À demain, mes amours ». Et tu oublies, mon vieux. Comment je peux te dire que tu oublies que tout est balayé. Toutes les journées qui suivent sont du pur bonheur. Tu dis, les enfants sont à la maison, quoi. Alors, après une grossesse, on revient au couple, il y a souvent une baisse de libido, c'est assez classique. Dans ton couple à toi, Jean-Marie, est-ce que ça a été le cas? Comment tu as réussi à surmonter cela? Nous... quand tout est redevenu normal, tout est revenu, c'est-à-dire la vie qui était normale et qui ne l'est plus pendant 3 mois redevient normale. Et c'est de la drogue, c'est de la drogue dure. C'est que tu disais, mais alors j'étais heureux comme ça avant. Tu vois, donc tu relativises tout, toi tu grandis de 50 mètres de haut, tu vois, tu te dis, donc c'est ça, la vie, ce serait tout simplement de cajoler les êtres qu'on aime. Question toute simple, Jean-Marie, est-ce que tu voudrais refaire un enfant avec Lola Marois, qui a seulement 37 ans? Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez parfois ensemble? Oui, tout à fait. Donc la porte n'est pas fermée à un nouvel enfant. Sérieusement, je lui dis, allez, je te fais un autre bébé. Elle me dit, j'en rêve. Bon, on est déjà bien occupé avec les 2. C'est 2, c'est pas le double de 1. C'est 1000 fois 1, en fait. C'est pas juste le double.
c'est une attention permanente et tout, mais notre rêve, à Lola et à moi, c'est ou alors de refaire un enfant, parce que je suis sûr qu'elle aurait une grossesse moins pénible que celle qu'elle a eue. Elle a eu la chair pendant 6 mois. Ça a été une vraie torture, quoi. Il y a des moments... elle se demandait, Lola, si elle préférait pas mourir que de continuer cette torture, tu vois. Et là, elle serait prête à y retourner. Et il y a un autre truc après qui est une autre alternative, c'est d'adopter. On rêve d'adopter. Vous en parlez ensemble de l'adoption ? Oui. Cette option, on l'envisage très fort, d'adopter, de faire partager notre bonheur, nos sentiments d'être milliardaire de bonheur. Et avec un autre petit bébé. Déjà entrepris des démarches ? Non. Pas encore. Mais ça peut se produire d'un moment à l'autre, parce que jusqu'à 4 ans, 5 ans, tu te dis, ça va faire trop. Mais ils ont 7 ans. Ils ont 7 ans. L'année prochaine, ils vont avoir 8 ans. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas penser à repasser par toutes les emmerdements, évidemment, des couches, de la merde, du bébé, de tout ça. Les joies des premiers mois. Prêt à y retourner. On est tout prêt d'être prêt à adopter un enfant le plus jeune possible. Allez Jean-Marie, ça fait déjà quelques minutes qu'on discute ensemble, que tu nous racontes ton quotidien de papa. Je te propose une petite respiration avec un quiz, c'est la tradition dans ce podcast. Alors ça s'appelle le Daddy Quiz, c'est très simple, je t'explique tout. Je vais te poser en rafale quelques questions, tu dois y répondre au tac, juste par oui ou juste par non. On ne développe surtout pas, c'est interdit. Évidemment, pas de joker, sinon ça serait trop simple exactement. Est-ce que tu es prêt Jean-Marie ? Oui. Jean-Marie, est-ce que tu as déjà donné une fessée à l'un de tes enfants ? Non. Est-ce qu'il y a des sketchs que tu n'aimerais pas que tes enfants voient plus tard ? Bien sûr que oui. Est-ce que tu considères que tu es un bon père ? Oui. Est-ce que tu pourrais confier tes enfants une semaine entière à ton ami Laurent Baffy ? Oui. Si l'un de tes enfants vient te voir et te dit « Papa, je veux être humoriste », est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non ? Oui. Et dernière question, moi, tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il t'arrive de dire des gros mots devant tes enfants ? Malheureusement, oui. Tu essayes de faire attention. Là, on peut développer. C'était la dernière question. Tu essayes de faire attention à ton langage. On sait que tu as un langage parfois fleuri. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Ça, c'est quelque chose que tu as en tête quand tu es avec tes enfants ? Bien sûr, mais je me surveille peut-être pas assez. Je parle naturellement avec un peu des mots colorés, quoi. Donc, je me surveille pas suffisamment. Et du coup, quand je vois mon fils qui m'imite, qui fait semblant de s'embrouiller avec quelqu'un, et puis qui dit un gros mot, je lui dis non, c'est impossible. Ça peut pas sortir encore de ta bouche. Ça sort de la bouche de papa, parce que papa, il est vieux. Papa, il a le droit. C'est un truc d'adulte. Et ils comprennent ce raisonnement, ou est-ce qu'ils disent, papa, t'exagères ? Tu me demandes de pas dire de gros mots, alors que toi, t'en dis beaucoup. Ils comprennent. J'ai un t-shirt que je vends à bras-le-corps, sur lequel est marqué un t-shirt que j'avais fait une 12aine d'années pour rigoler, mais qui avait très bien marché. Allez tous vous faire reculer. C'est marqué, et les enfants jamais ne me diront ça. On me dit, t'as mis ton t-shirt, allez tous vous faire Ils font mais ils prononcent pas le mot. Allez, Jean-Marie, j'aimerais qu'on parle un peu de Sacha. On en a parlé en introduction. C'est ton premier enfant, un enfant que tu as eu en 2012, donc avec ton ex-femme Claudia. C'était dans un contexte un peu particulier, puisque vous êtes séparés juste après, avec le recul. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ce moment ? Ça a été un peu terrible, parce que je n'avais plus de... Nous étions... je tiens vraiment à signaler ça, tu vois, nous étions séparés de corps. Donc vous ne vivez concrètement, donc vous ne viviez plus ensemble. On ne vivait pas sous le même toit. Mais moi, je la chérissais comme ma femme officielle, tu vois. Donc, elle était vraiment gâtée, tout ce qu'elle voulait, elle l'avait, mais nous n'étions plus dans la... C'était plus possible pour nous ni d'avoir un rapport, ni de dormir dans le même lit. C'est-à-dire que ce qui s'est passé... Est-ce qu'il y avait encore de l'amour c'est-à-dire, oui, l'amour entre vous, plus d'amour physique, mais il restait encore de l'amour dans le couple. Mais, voilà, c'est-à-dire, la vraie vérité, c'est celle-là. On va à Saint-Tropez en vacances, et
on profite d'aller, malheureusement, faut jamais faire ça, jamais aller dans une clinique de vacanciers, tu vois, qui est une boucherie, une charcuterie, quoi, clinique de Saint-Tropez, tu vois, pour ne pas la nommer. Et elle fait un examen qui est normalement assez bénin. C'était juste d'envoyer un produit dans les trompes pour savoir si elles étaient, tu vois, bouchées ou si elles pouvaient encore transmettre le sperme aux ovules, tu vois, donc savoir si il y avait un problème technique de ce point de vue. On va là-bas, donc on a quelques mois de mariage. On a quelques mois de mariage et il lui injecte le produit et il y a quelque chose qui est mal nettoyé, lui colle une septicémie. Donc elle reste 8 jours entre la vie et la mort, 41 de fièvre, elle maigrit de 12 kilos, elle qui était déjà une petite épingle à nourrice, tu vois, et elle a des adhérences et pendant 2 ans, elle a subi 3 opérations pour supprimer ses adhérences et la question d'avoir un enfant était terminée. Alors cet enfant, il arrive par une fécondation in vitro et avec une ovule, un don d'ovule, quoi, une ovule russe et mon sperme. Donc voilà, ce franco-russe qui est Sacha arrive dans le ventre de sa maman alors qu'elle a 45 ans. Elle accouche à 46 ans, ce qui est très 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 tard. Et une grossesse extrêmement compliquée, je crois. Extrêmement dure, c'est-à-dire avec dès les 6 mois de grossesse, de commencer pour la salpêtrière, pour le chirurgien qui était là-bas, enfin celui l'obstétricien qui s'en occupait, de commencer à choisir, à dire est-ce qu'on laisse en danger la vie de la maman ou la vie de l'enfant. Il a fallu prendre des tas de décisions en accord avec les médecins, de dire est-ce qu'on continue à le garder mais on prend des risques énormes sur la santé de la maman, ou alors, et on prend aussi à peu près les mêmes risques sur la santé de l'enfant qui peut très bien apparaître mort-né. Et on a tenu sur le fil du rasoir comme ça jusqu'à 8 mois à peu près. Et à 8 mois, elle a accouché d'un bébé magnifique, le plus beau bébé évidemment du monde, que je vais te montrer tout à l'heure. Tu me montreras une photo, effectivement. Il y a déjà beaucoup de photos dans ton salon. Oui. Là, je me tourne vers la gauche, il y a des photos. Là, j'ai les 3 qui font les imbéciles. On voit tes 3 enfants. Et puis moi, quand j'étais enfant, tu vois. Jean-Marie, une question toujours sur Claudia. Quelle relation as-tu gardée avec elle, vous qui avez été unis pendant près de 20 ans, je crois. Oui, je lui ai donné quasiment ma fortune pour qu'elle ne manque jamais de rien. C'est-à-dire que j'avais investi mon bien au Brésil et à Hawaï, et je lui ai donné tous ses biens. Mais c'était quoi, des appartements, de l'immobilier? Oui, d'immobilier pour une très grosse somme d'argent. Mon avocate m'a dit mais vous êtes suicidaire, vous êtes en train de vous faire plumer, vous n'en récupérerez concrètement, jamais. C'est un don devant notaire, un don bien sûr, pour elle et l'enfant. Le divorce. Pendant le divorce, il faut bien faire un partage. Et donc, je n'ai pas lésiné. Et 10 ans plus tard, on est vraiment les meilleurs amis du monde. Et je vais 2 fois par an voir mon fils au Brésil, et je l'emmène l'hiver au ski. C'est ce qui va se passer là à la fin du mois. Ouais, dans les prochaines semaines. Mais alors, effectivement, cet éloignement, Jean-Marie, le Brésil, c'est un autre continent, près de 10 000 kilomètres. Comment tu le vis? J'imagine que c'est terrible pour un papa de ne pas pouvoir prendre dans ses bras son gamin tous les jours. Oui, mais par contre, tu imagines, par rapport à il y a 10 ou 20 ans, on s'appelle régulièrement FaceTime. Ça se passe quoi? Skype, FaceTime, vous voyez en vidéo? Il ne manque que le toucher, mais on se voit, il me raconte ce qu'il a fait à l'école, elle a tenu sa promesse, Claudia, de lui parler en français. Donc il apprend le français. Sacha, il parle français aujourd'hui. Il parle français. Alors bon, des fois il rechignait un peu parce que il se disait qu'il ne voyait pas suffisamment son papa pour se faire chier chaque jour à parler français. Donc il avait commencé à perdre un petit peu la langue. Et puis papa, il a pris un avion. Il en a même pris 2.
parce que j'ai dit là, à ce moment-là, si j'y vais pas, là, maintenant, je crois que j'ai dû annuler une dizaine de dates de ma tournée, et à 23h20, j'étais à Roissy pour arriver le lendemain matin à Rio et ensuite Belo Horizonte, puisque c'est là qu'ils habitent à Belo Horizonte. Donc j'ai recréé ce lien. Sacha a été très 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 touché que son papa il fasse ça. Ah. Tu me montres une photo là sur ton portable. Donc racontez ce que c'est cette photo. C'est aussi beau que ça. Alors évidemment c'est le plus beau bébé du monde. Puisque non, c'est non, je te parle franchement. Non, il est très très beau. Peut-être le décrire justement à ceux qui nous écoutent. Il est comment physiquement? On peut le décrire. Il est très blond. C'est un blondinet. Il est très très blond. Tu vois, c'est un mannequin, quoi. C'est effectivement physique, mais... Il fait la gueule, tu vois, quand on le prend en photo, ça le dérange un peu, ça le rend encore plus beau. Maintenant, il ressemble beaucoup plus à son papa. Oui. Maintenant, regarde, tu vois cette photo, par exemple, là. Allez, on se lève. Attends, on se lève. On se lève. Regarde, ici, tu vois, ça commence. Tu vois, là, il commence à me ressembler à moi que j'étais petit. Évidemment, Jules, il a plus de ressemblance avec son papa. Bien sûr. Mais sa maman, on la connaît pas. Bien sûr, donc jamais vous n'êtes rentré en contact. Jamais vous n'êtes rentré en contact ensuite avec elle. C'est impossible. Enfin, en tout cas, c'était pas possible pour le moment. Puis rien n'est acceptable là-dedans. C'est bien, sa maman, c'est sa maman. C'est celle qui l'a portée dans son ventre. C'est elle qui l'a accouché. C'est sa maman. Il a qu'une seule maman. C'est sa maman. Vous lui en parlez de sa conception à Sacha? Oui, il sait qu'un seul truc, c'est que sa vraie maman, c'est sa maman. C'est ça le plus important. Voilà. Question très personnelle, Jean-Marie, très intime. Tu as perdu tes parents très jeunes, vers 20 ans. Ta mère d'un cancer, ton père assassiné dans sa propre maison. Tu en as déjà parlé. Est-ce qu'il t'arrive parfois de les imaginer, de te les représenter grands-parents, en train de jouer avec tes enfants? Je les imagine que de là où ils sont, ils cajolent nos... Ils leur font des câlins, ils jouent avec. Qu'ils les protègent, Tu vois, on a des dates anniversaires surprenantes. Il nous arrive des choses le jour de la naissance du grand-père de Lola qui a disparu, par exemple. Et on se dit, voilà, c'est un signe, encore un signe. Que nos ancêtres nous disent on est là, on vous voit, on vous regarde et tout. Je suis absolument sûr et certain que mes enfants caressent la photo de mon père et de ma mère qui sont dans ma chambre comme un enfant garderait un dessin, tu sais, qui a été primé à l'école, tu vois, et il y a mon père et ma mère, et tous ces deux photos sont entourées de cœur, d'amour de Jules et Bella, tu vois, ils cajolent les grands-parents qui n'ont pas pu connaître, tu vois. Et tu leur en parles à tes enfants, justement, de leurs grands-parents. Bien sûr. Nous, on parle de la mort parce que c'est très, très important, le plus tôt possible. Je le dis à tous les parents de dire, tu vois, regarde cette fleur, elle était belle, et tout d'un coup, elle est devenue fanée, et puis on est obligé de la foutre dans la poubelle, tu vois, parce qu'elle était morte. C'est comme ça. Un jour, il y a la naissance, et puis ensuite, il y a la mort, et entre les deux, il y a la vie. C'est la vie que nous vivons, nous. Tu vois, chaque seconde, chaque jour. Il faut impérativement que le plus tôt possible, les enfants sachent qu'on vit cette conscience, et puis qu'on meurt. Conscience de la mort. Allez, j'aimerais qu'on termine cette discussion avec un sujet un peu plus joyeux en évoquant une de tes spécificités, c'est ta célébrité, ta notoriété. Tous les Français, évidemment, te connaissent. Comment tes enfants, ils vivent justement cette notoriété? Est-ce qu'ils en ont déjà conscience à leur âge? Ils en ont conscience, ils disent... Comment ça se passe alors dans leur tête, justement? Papa et maman, c'est des stars. Ils disent... Et alors on leur dit, oh, allez-y doucement. Mais à l'école... À l'école, ils disent à leurs copains, papa et maman, ils sont connus. Alors oui, il dit, papa, c'est une star. Papa, il a fait le Stade de France, devant 52 000 personnes. Il dit, j'ai regardé papa à la télé... et ils me font des sketchs, ils nous font des spectacles. C'est-à-dire, ils mettent un décor, on est dans le salon, ils disent, attendez, vous n'avez pas le droit de regarder. Hop, il y a une table, une chaise, ça c'est le parc à côté, là il y a une ferme, et ils démarrent, ils font un spectacle. Il dit alors, il fait, je rentre du travail, j'avais beaucoup de travail avec les vaches,
et tout. Et puis, ben là, elle fait la femme. Et puis, ça part évidemment en eau de boudin très très vite. Mais ils conçoivent de faire un spectacle pour faire rire leurs parents. Dans la rue, ces petits bouts, quand on vient voir papa et maman pour un selfie, un autographe, comment ils réagissent? Ça les amuse? Oui. Ça peut leur faire peur parfois? Non, ça les amuse. Des fois, on sent, tu sais, à 10 mètres qu'il y a une dame qui vient, qui va venir vous voir. Ouais. Et on sait qu'elle va demander un autographe à ma femme, parce que moi, depuis qu'elle est dans Plus belle la vie, je n'existe plus. C'est-à-dire que les adolescentes, les femmes adorent Lola. Lola est un personnage très dur. C'est la JR de la série, mais les gens l'adorent. Mais les jeunes filles se pâment devant elle. Ils l'appellent, ils font Ariane, ils ont les larmes aux yeux de pouvoir toucher leur idole, tu vois. Alors que moi j'ai 65 ans, ça fait un moment que je vis ça, mais ils trouvent ça formidable, quoi. Les enfants, l'autre jour, Jules, il a dit, tu vas avoir droit à une photo. Il m'a dit, il a vu. Il anticipe les personnes qui vont venir vous demander des autographes ou des photos. À 10 mètres, il a dit, papa, tu vas faire une photo. Tu les as déjà montrés en photo, notamment dans des magazines. Oui. Comment, justement, tu gères leur médiatisation, et je mets ce mot, évidemment, entre guillemets. On essaye d'éviter au maximum, c'est-à-dire, ne serait-ce que pour aussi des raisons de sécurité, de tout ça, bien sûr. Mais à l'école, par exemple, ça n'a aucune importance. Les gens, tout le reste des élèves ont intégré comme si c'était, tu sais, une maladie, mais pas grave. C'est-à-dire, oui, on a compris que tes parents étaient passés à la télé, on a compris que c'était des stars, mais c'est pas grave. Tu vois, tu vois, personne va mourir. Allez, pour conclure ce podcast, c'est déjà la fin, ça passe très vite. J'aimerais te poser une question toute simple, c'est la traditionnelle question de fin. Est-ce que tu peux me dépanner de 500 € jusqu'à samedi prochain? Ça, c'est la question que je dis après, c'est-à-dire en off. C'est quand on a coupé le micro. Exactement, mais pour ceux qui nous écoutent, la traditionnelle question de fin qui est avouable, celle-ci, quel conseil ou quel petit mot justement adresserais-tu à ceux qui viennent de nous écouter et qui vont être parents dans les prochains mois? Je leur dis, préparez-vous à recevoir un tsunami d'amour. Ça va vous faire chier tout le temps. 24 heures sur 24. Ça va sentir la merde dans la baraque. Il y a des matins, il y a des nuits vers 3 heures du matin, tu vas respirer, tu vas expirer, tu vas dire, ah merde, non. Et quand tu dis merde, ça n'est pas un 20 mots. Et puis tu vas, tu mets les mains dedans, et puis le matin, t'es remboursé avec un sourire, tu vois, et tu prends ce petit bout de chou, c'est une petite fille dans les bras, et tu es immédiatement remboursé de tes 24 heures sur 24 de bienveillance et d'obligation que tout d'un coup tu vas devenir, si tu n'as pas d'enfant, une vraie personne. Parce qu'on n'est pas une vraie personne tant qu'on n'a pas pondu son œuf pour la femme accoucher d'un bébé et pour le papa devenir un père. Ne te laisse pas happer par tiens, je vais plutôt aller boire l'apéro, je m'en fous, je reviendrai un peu plus tard. Non, prends toutes les minutes que tu peux prendre pour tes enfants, prends-les, parce que tu vas en faire des êtres forts, que tu n'auras même pas besoin de réprimander, plus tard de leur dire fais pas ça, parce que tu leur auras donné tellement de confiance que ils préféreront mourir que de trahir ta confiance. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast et Pipa.